La pneumonie est une inflammation des poumons, habituellement causée par une infection. Les alvéoles se remplissent de pus et d'autres liquides, ce qui empêche l'oxygène d'atteindre l'organisme. Les poumons qui provoquent ça, les fumeurs, ceux qui boivent les essences fortes. C'est la maladie qui attaque les poumons et franchement, c'est pas bon, ça amène beaucoup de conséquences, la toux et tout et autres. Cette maladie est la plus meurtrière chez l'enfant. Elle fait plus de victimes que le sida, le paludisme et la rougeole. Le diagnostic est essentiellement clinique. On écoute en même temps les poumons et le cœur. Donc là, je suis sur le cœur. Les poumons. Après l'auscultation, la percussion. Une bonne sonorité, c'est bon. Plus de 2 millions d'enfants en meurent chaque année. Cependant, cette maladie avec des symptômes variables qui suscitent peu d'intérêt se guérit. Dans le cas d'une pneumonie, on a une fièvre, on a une toux. Et quand on regarde l'enfant, vous voyez, le tirage, l'enfant respire par le ventre, comme ils disent. On va dire communément, docteur, ici, ça se casse. On a parfois, quand on traîne, une altération de l'état général. L'enfant tousse, il fait de la fièvre, il commence à se déshydrater, il commence à se dénutrir parce qu'il n'arrive plus à manger. Il est insomniaque. Parfois, on a des signes digestifs. L'enfant vomit, il fait de la diarrhée. Chez les plus grands, on a mal au ventre. Et comme je disais tantôt, on peut même se tromper en pensant que c'est une appendicite, alors que c'est une pneumonie. On a le traitement, on a des antibiotiques pour ça. En fonction du germe, on a la possibilité également d'avoir le germe. On peut faire une fibro, aspiration bronchique si on a des difficultés pour avoir le germe. On peut faire une hémoculture. On peut faire un examen d'urine pour voir est-ce que ce germe-là, on le retrouve dans les urines. Tout ça permet d'orienter le médecin par rapport à l'antibiotique qu'il va choisir. La prévention est possible grâce à la vaccination et une amélioration des facteurs environnementaux. Vacciner nos enfants, maîtrisons notre environnement et puis vivons dans le maximum d'hygiène possible. Avant l'arrivée des antibiotiques, dans les années 1930, la pneumonie était l'une des principales causes de décès. Bien qu'elle soit devenue facile à traiter, la pneumonie demeure un problème de santé publique. Voilà, de retour, nous allons poursuivre sur les cas de nuances que nous évoquions avant l'élément. Oui. Alors, bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, nuances entre pneumopathie et pneumonie. Oui. Pneumopathie veut dire maladie du poumon. Voilà, maladie du poumon parce qu'en médecine, la terminaison pathie veut dire maladie. Donc quand vous entendez colopathie, maladie du côlon, neuropathie, maladie des neurones, en fait c'est un peu comme cela. Par contre, pneumonie, c'est une maladie du poumon, une infection, voilà, une maladie du poumon d'origine infectieuse. Donc c'est une infection du poumon. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Et là, nous parlons des sujets de 0 à 28 jours, c'est-à-dire la néonatologie, ou bien de pédiatrie de 0 à 15 ans. C'est de ce dont il est question aujourd'hui quand on parle de pneumonie de l'enfant, c'est cela? Oui, de l'enfant, je veux dire, la néonatologie s'arrête à 28 jours. À 28 jours. Donc, encore enfant, le découpage en médecine va encore de 29 jours jusqu'à 2 ans. On parle de nourrisson. D'accord. Et puis après, à partir de 2 ans jusqu'à 15 ans de l'enfant. Là encore, on va passer petit enfant, grand enfant, enfin préadolescent. Il y a beaucoup de découpage. Donc l'intervalle commence de 0 à 15. Oui, pour parler d'infection pulmonaire, ça peut commencer dès la naissance. Toutes nos excuses par rapport parce qu'il faut quand même s'excuser, toutes nos excuses par rapport au visage de cet enfant, de ce nourrisson-là qui n'a pas été flouté. Toutes nos excuses, c'est juste un détail technique. À l'avenir, nous nous ferons fort de ne pas le montrer pour respecter la déontologie autant médicale qu'au niveau de la presse et du journalisme. Merci beaucoup. Alors, première question, la pneumonie, qu'est-ce que c'est? Alors, comme je disais tantôt, c'est une infection qui va toucher le poumon. Et là encore, je vais donner un peu plus de précision parce que l'arbre respiratoire commence depuis les narines.
Donc, jusqu'aux cordes vocales, c'est la partie des ORL qui s'en occupe. Et l'appareil respiratoire bas commence à partir de la trachée. Donc, la trachée qui va descendre vers les bronches. Et au fur et à mesure, les bronches vont se divisant et deviennent de plus en plus fines pour terminer par de petits sacs qu'on appelle les alvéoles. Donc, quand on parle de pneumonie, c'est l'infection qui va toucher ces petits sacs-là qu'on appelle les alvéoles, donc le poumon. Voilà. Très bien. Alors, cette pneumonie-là, on en retrouve plusieurs formes où elle est unique. Alors, déjà par les agents qui provoquent. Donc, ça peut être les bactéries. Je ne vais pas rentrer dans des détails pour définir qu'est-ce qu'une bactérie. Oui. Les bactéries, les virus, il y a les champignons et puis les parasites. Mais en général, les champignons et les parasites infectent beaucoup les sujets immunodéprimés qui ont un déficit immunitaire. Voilà. Alors, quelles sont les causes proches, lointaines et les facteurs de risque? Alors, pour qu'il y ait une infection, en fait, on fait une pneumonie. Il y a d'abord Chez l'enfant? Oui, un microbe. Oui. Il y a d'abord un microbe. Et puis, il y a un état, je veux dire un corps qui va favoriser. Alors, il y a des facteurs de risque. Ça peut être le petit poids de naissance. Donc, les prématurés, par exemple, sont susceptibles de développer plus facilement les infections. Les quoi? Les prématurés, du fait que leur défense immunitaire n'est pas encore, est encore immature. Oui. Et puis, il y a le tabagisme passif, surtout chez les enfants et les jeunes adolescents à partir de 10 ans. Il y en a qui commencent à fumer. Hein. Voilà. Il y a la pollution atmosphérique, il y a la malnutrition, il y a les déficits en certains nutriments tels que la vitamine A, le zinc, même la vitamine D. Et puis, il y a par exemple les drépanocytaires. Il y a certaines maladies en fait, chroniques qui touchent le poumon qui peuvent favoriser le développement de ces infections. Et je parlerai aussi de l'asthme en fait, qui peut également favoriser ces infections. Alors donc, en fait, ces facteurs que je viens de citer en fait, seront le lit en fait, du développement de ces microbes. Okay? Donc, ces microbes, on peut les attraper soit par contact avec un autre être qui est infecté, soit en respirant, en toussant, il vous envoie un peu des gouttelettes que vous respirez. On peut le prendre par l'environnement, ou on peut infecter les poumons en fait, à partir d'un autre site d'infection dans l'organisme. Par exemple, vous pouvez avoir un furoncle. Une dégénérescence. Et puis, voilà, à partir de là, le microbe rentre dans le sang et va aller se localiser au niveau du poumon pour entraîner une infection. D'accord. Les symptômes de cette maladie, la pneumonie? Alors, il y a des symptômes qui sont propres à toute infection. La fièvre en premier. La fièvre, le manque d'appétit, le manque de dynamisme qu'on peut retrouver dans n'importe quelle infection. Et puis, sur le plan respiratoire, on va voir la toux. On peut avoir la douleur thoracique, voilà, de la poitrine, qu'un enfant qui est susceptible de parler peut révéler. Mais chez les tout petits, ça peut passer inaperçu. Et puis, il y a les difficultés respiratoires. Voilà, il y a des difficultés respiratoires. Donc, ce sont des signes qui doivent alerter. Donc, fièvre, adynamie, et puis toux et douleur thoracique, difficultés respiratoires doivent orienter vers une pathologie, en fait, vers une infection du poumon. Est-ce qu'il y a des examens ou des analyses complémentaires au niveau de la consultation? Comment ça se passe concrètement? Alors, tel que l'élément le montrait déjà, à l'interrogatoire déjà, lorsque vous interrogez votre malade... Interrogatoire, voilà, un enfant. Voilà. C'est bizarre. Oui, il y a les parents, il y a des enfants qui sont capables d'expliquer, qui sont capables de dire ce qu'ils ressentent, soit qui toussent, qu'il a mal à la poitrine, ou voilà. Et puis, à l'examen. Alors, il y a des signes que vous apprenez lors de votre formation médicale qui orientent vers une infection du poumon. Mais l'un des éléments essentiels, c'est l'auscultation. Vous voyez tout médecin avec des stéthoscopes en train d'écouter. En fait, c'est un appareil qui permet d'amplifier les sons parce que lorsque vous respirez,
il y a ce qu'on appelle le murmure vésiculaire, donc le souffle que vous émettez qui est ressenti au niveau de la paroi thoracique. Et il y a des anomalies lorsqu'on ausculte qui nous permettent de dire « Ah, il y a une infection du poumon ». Maintenant, il y a des examens qui peuvent venir compléter, en fait, voilà. Donc, vous avez la radio, qui est un examen essentiel, mais qui n'est pas encore accessible dans toutes les contrées de notre pays. Ce n'est pas dans toutes les contrées qu'on trouve un appareil de radio. Donc, l'examen du médecin est essentiel. Voilà. Oui, l'interrogatoire, de l'interrogatoire jusqu'à l'examen du malade, c'est essentiel. Et puis, il y a la radiographie, il y a des examens de sang. Voilà, tout le monde entend parler de numération formée, c'est NFS, en fait. On fait ça dans plein de maladies qui permettent de voir un peu, rechercher l'élévation des globules blancs qui doivent orienter vers une infection. Donc, il y a plein d'examens qu'on peut faire, même pour retrouver le microbe. Voilà. D'accord. Alors, quand le diagnostic est posé, comment se fait le traitement chez les enfants? Alors là, je vous ai cité plein de microbes qui peuvent entraîner des infections. Et tout à l'heure, peut-être que je suis passé rapidement là-dessus. Dans les facteurs de risque, il y a le VIH qu'il ne faut pas occulter, hein, c'est essentiel. Et donc, quand il s'agit de bactéries, c'est les antibiotiques essentiellement. Alors, je ne fais pas faire la publicité de certains antibiotiques, mais c'est les antibiotiques qui vont permettre en fait de tuer les microbes et donc de réduire leur charge pour permettre aux défenses de l'organisme en fait de prendre le relais et de pouvoir continuer ce combat-là. Et puis, dans certains cas particuliers, selon qu'il s'agisse comment on appelle ça, de champignons, qu'il s'agit de parasites, il y a des traitements spécifiques qu'on peut administrer pour pouvoir les tuer. Alors, voilà. L'évolution de la maladie, ça se fait comment concrètement? Quand on attrape le microbe, la bactérie, tout ça, et qu'est-ce qui doit nous alerter? Il y a des signes peut-être qu'on voit, ou il y a des signes, ça peut être parfois paraître plus insidieux, non? Oui, en fonction du germe, il y en a qui peuvent être foudroyants assez rapidement et il y en a qui peuvent aller à bas bruit. Ah. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la pneumonie est mortelle. La pneumonie est mortelle et c'est la première cause de décès de l'enfant de moins de 5 ans, d'origine infectieuse, de par le monde. Okay? On dit communément, l'OMS avait déclaré déjà en 2015 15% de décès chez l'enfant de moins de 5 ans. Donc ça fait au bas mot plus de 900 000 décès liés à la pneumonie. Ça c'est dans le monde. Et chez nous en Côte d'Ivoire, vous avez des chiffres? Alors, on tourne dans le même ordre, à peu près dans le même ordre. Je n'ai pas de chiffre exact, mais il faut voir que dans nos hôpitaux, parce que moi j'ai la chance de travailler dans un CHU, c'est la deuxième cause d'hospitalisation. Le CHU, c'est universitaire. Comment ça se fait qu'on n'a pas de chiffre exact? Il n'y a pas de statistiques. Dans un centre hospitalier universitaire. Oui, je vais vous dire, il y a des études qui sont faites. J'en venais pour dire, c'est la deuxième cause d'hospitalisation. Après le paludisme, vous avez les infections respiratoires. OK? Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionnent nos hôpitaux, mais je vous dis, il y a des études qui sont faites. Mais c'est des études en général sur des échantillons, par exemple, qui sont restreints. On peut faire une étude sur 1 an, mais il n'y a pas d'études, par exemple, depuis le CHU est fonctionnel jusqu'à maintenant. 10 enfants ivoiriens, oui. sur 10 enfants ivoiriens, combien sont atteints de pneumonie? Est-ce que vous pouvez nous dire ça ce matin ici? Alors, en général, sur 1000, les études vont sur 1000. Sur 1000, vous avez dans notre contrée environ 290 qui développent la pneumonie. 290, voilà. Quand je dis sur le plan national, parce qu'en fait, on ne fonctionne pas tellement en réseau de tous les infirmeries, les hôpitaux, pour avoir les chiffres. Il n'y a pas une collecte partagée. On devrait, pourquoi pas? Oui, il y a des chiffres, je peux vous avancer des chiffres, mais je dis que ce n'est pas un chiffre qui est proprement exact parce que la collecte, je peux dire, est sous-évaluée. Parce que celui qui est quelque part dans un village au nord, là-bas, je n'ai pas ces chiffres. Pourtant, il est peut-être décédé de la pneumonie. J'en sais pas grand-chose. Donc, en fait, dans la pratique des choses, à votre zone. Voilà, on travaille un peu de manière... Vous regrettez cela, j'imagine? Ah, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui est
en vue pour essayer de faire travailler. C'est toujours comme ça. De faire travailler. Non, non, de si faire travailler. Si on insiste un matin bonheur là-dessus, c'est parce que c'est sur ça que les politiques s'articulent pour faire avancer les choses. Si on n'a pas de chiffres, ça fait un peu peur. Surtout que la maladie est très grave, hein, de ce que vous dites. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, j'en conviens, mais je ne vais pas venir vous raconter des histoires pour dire tout est parfait. Je me dois aussi de vous dire que tout n'est pas parfait. Oui, faire le postulat et à partir de là tirer les différentes conséquences. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'y a pas de chiffres officiels vraiment fiables concernant la pneumonie de l'enfant. Hormis votre zone. Oui, je vous parle de prévalence globale, telle que, parce que l'État travaille avec l'OMS, qui va vous donner des chiffres et qui sont dans l'ordre de 200 à 290 sur 1000 enfants qui développent la pneumonie. Ça, c'est ce qui est commun. OK? Mais en termes de mortalité, je ne vous donne pas de chiffres exacts concernant ma zone parce que je n'ai pas fouillé les archives avant de venir ici, bien évidemment, donc je ne vais pas vous raconter des bobards. Voilà, je ne vais pas vous reconnaître. Mais ce qu'il est précis de dire, c'est que c'est la deuxième cause d'hospitalisation dans notre CHU. Et donc, la mortalité est tout aussi élevée pour diverses raisons. Il y a les facteurs de risque que je vous ai cités. Il y a aussi les facteurs socio-économiques, en fait, qui retardent le diagnostic. Qui retardent le traitement. Parce que bien évidemment, il faut avoir les moyens pour pouvoir acheter les médicaments et tout ça. La prise en charge est coûteuse? Oui, il y a des... Bon, les formes non compliquées, je dirais non. Parce que si la maladie est dépistée tôt, vous pouvez prendre, en restant à domicile, des antibiotiques qui ne sont pas chers par voie orale et vous résolvez le problème. Mais il y a des formes compliquées. Il y a des formes compliquées parce qu'elle peut être grave, il y a des signes de gravité. Vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître. J'en venais lorsqu'on est rentré dans les histoires de prévalence. Alors, vous savez, lorsque vous avez votre enfant qui tousse, qui fait la fièvre, qui se plaint de douleur à la poitrine ou pas, ça doit pouvoir sonner l'alerte et consulter. Lorsque vous ne l'avez pas fait, vous allez voir dans l'évolution des choses les difficultés à respirer. Et ça, vous le sentez par l'accélération de son rythme respiratoire. Il commence à respirer un peu vite. Ensuite, vous allez avoir les ailes du nez qui commencent à battre, parce qu'en fait, c'est quoi en fait? Je vous ai parlé des alvéoles, de ces petits sacs. C'est à ce niveau-là que le sang, les vaisseaux qui passent, en fait, vont faire les échanges de gaz. Le gaz carbonique qui est rejeté, l'oxygène qui est passé. Alors, en cas d'infection, en fait, vous allez avoir ces petits sacs-là qui s'emplissent de liquide de pu, qui fait que les échanges d'oxygène ne se font plus bien, et de gaz. Donc, il commence à en manquer dans l'organisme. Et il y a un signal qui dit « je commence à manquer d'oxygène » et tout l'organisme commence à souffrir, à ne pas travailler correctement. Donc, vous voyez la respiration qui commence à s'accélérer et les espaces entre les côtes qui commencent à s'enfoncer. Voilà. La séquence entre la respiration du ventre et la poitrine qui commence à se désynchroniser, qui sont en fait des signes d'alerte. À côté de ça, vous avez l'enfant qui n'arrive plus à manger, qui n'arrive plus à boire, et cela peut aller jusqu'à le mettre dans le coma et puis le tuer. Donc, si vous consultez tôt, des médicaments moins chers pris à domicile peuvent régler le problème. Justement, on rentre dans le traitement, le volet traitement maintenant. Et si vous consultez, vous partez tard, il peut y avoir des complications. Parce que l'enveloppe du poumon qu'on appelle la plèvre peut être touchée par cette infection. Donc, il y aura du pus qui peut s'accumuler là-bas. L'enveloppe du cœur qu'on appelle le péricarde peut être touchée par cette infection. Il peut avoir, à partir du poumon également, l'infection peut diffuser dans tout l'organisme et toucher les autres, tels que les méninges, le cerveau et tout ce que vous voulez pour aller assez rapidement au décès. Donc, quand on arrive à des stades compliqués, bien évidemment, le traitement devient beaucoup plus coûteux avec des antibiotiques par voie injectable, avec des sérums, il faut régler l'alimentation, il faut régler l'hospitalisation, il faut régler le transport de la famille qui vient visiter. L'environnement. Voilà, donc je veux dire, plus tôt on a consulté, plus facile on est capable de guérir et moins cher. Si on consulte tard, il y a des complications, il y a de la gravité et donc bien évidemment le coût s'élève. Voilà. Tous les enfants sont-ils emmenés à présenter cette maladie ou il y a certains qui présenteront des facteurs beaucoup plus enclins à l'avoir? Alors, je dirais que tout le monde peut faire.
tout le monde peut faire, mais nous avons cité les facteurs de risque tout à l'heure. Donc, certains sont beaucoup plus susceptibles de développer parce qu'ils ont un déficit immunitaire qui est bas. J'ai parlé des drépanocytaires, j'ai parlé des malnutris, j'ai parlé des enfants vivants